Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Débutons l'actualité par les travaux communautaires Umuganda organisés sur toute l'étendue du territoire national. Un rendez-vous qui est déjà une habitude pour tout le Rwanda. Dans la ville de Kigali, les jeunes s'étaient mobilisés pour la construction des infrastructures sportives dans la localité de Kimirongo où se trouvent déjà des terrains de basketball et de volleyball. Les habitants de Kigali ont été rejoints dans ces travaux communautaires par la Ligue africaine de basketball. Son président Amadou Gallo-Fall apprécie la tenue de ces travaux communautaires au Umuganda, un exemple qui, selon lui, est à imiter sur tout le continent. Surtout à l'occasion de la journée de l'Afrique que nous célébrons aujourd'hui, d'avoir l'opportunité de revenir ici à Kimirongo sur ce terrain où nous avions entré en partenariat avec le Imudu Foundation l'année dernière pour son établissement, de revenir, de voir qu'il est très bien maintenu et tous ces jeunes qui sont venus nombreux et surtout à l'occasion de Umuganda qui est vraiment une activité à célébrer et à répandre partout sur le continent où les communautés prennent du temps pour échanger, pour s'entraider, mais surtout pour développer et rendre leur environnement sain. Je pense que c'est quelque chose qui va apporter de la plus-value pour toute la communauté, pour toutes les personnes qui sont ici, qui sont exposées à cet événement pour la première fois. La construction de ces infrastructures sportives fait la joie de la jeunesse de Kigali qui voit en elle un véritable levier du développement sportif dans la ville de Kigali. On ne change pas d'angle, on rappelle que depuis vendredi, le Rwanda accueille donc la phase finale de la 4e édition de la Ligue africaine de basketball à Kigali. Cette phase finale, donc la 4e édition de BAL, Kigali verra la participation de 8 équipes venues de 8 pays du continent africain. Maintenant au studio avec Malik Dao, journaliste spécialisé en sport et culture, consultant pour Canal+ sur la NBA et commentateur de BAL depuis le début. Bonjour Malik. Bonjour Amandine, comment ça va? Ça va très bien, bon retour au Rwanda. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir au Rwanda et puis dans des beaux studios de la RBA. Ça fait quoi de revenir au Rwanda? C'est toujours un plaisir parce que c'est un pays que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'était en 2020 pour la première édition de la Basketball Africa League. Et puis j'ai aimé ce pays-là, voilà, les gens sont sympas, c'est un pays qui est propre, il y a de la discipline. Et puis le basket est en train de progresser au Rwanda, voilà, c'est toutes ces choses-là qui me plaisent. Merci beaucoup. Alors Malik, maintenant après Dakar, je pense que vous étiez sûr qu'il n'y aura pas d'équipe du Rwanda qui va participer. Quelles étaient vos attentes maintenant quand vous êtes venu ici jouer au Rwanda? Alors, après le dernier match entre l'APR et l'AS Douanes, que l'APR a perdu, on s'est dit, ouh là 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 là, il n'y a pas de club rwandais pour les playoffs de la BAL à Kigali, est-ce que les gens vont venir ? J'avoue qu'on se posait des questions, on était un peu inquiets. Et puis, quand on a vu ce qui s'est passé hier, on était agréablement surpris. Il y a eu du monde. Et je profite justement de votre antenne pour dire, continuez de venir. Même s'il n'y a pas APR, c'est pas grave, c'est le basketball. Parce qu'au mois d'août, le Rwanda va participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde à Kigali. Donc, il faut que les gens viennent parce que le basket est en train de monter et on a besoin des fans rwandais pour faire avancer le basket. Merci. Alors, pour le commentaire, il y a eu 2 premiers matchs hier entre Libye et Afrique du Sud, Ali Libya et aussi Cape Town Tigers. Est-ce que c'était quoi vos attentes et le résultat par rapport à ce que vous avez vu hier? Alors sur le premier match, il n'y avait pas de surprise pour moi. Il n'y avait pas de surprise parce que quand on regarde un peu comment les équipes se sont qualifiées, à la Kalahari Conference, les Cape Town Tigers ont fini meilleur 3e. Et puis à la Nile Conference, on a vu une équipe d'Ali qui avait du jeu, qui produisait du bon basket. Quand on a vu, moi tout de suite, je savais que les Libyens allaient gagner. En revanche, le deuxième match, c'était un peu plus équilibré. Ouais. Et aujourd'hui, on a tout à l'heure, on va suivre le match, mais moi je vais revenir sur votre carrière. Vous êtes consultant, vous avez aussi joué. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur votre carrière? Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Est-ce qu'on a du temps? Oui, juste, vous allez essayer. Vous êtes journaliste, je vais vous donner 60 secondes. J'ai été, j'ai été joueur
basketteur, j'ai remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions qu'on appelle la BAL maintenant. J'ai été capitaine de la SEC Mimosa en Côte d'Ivoire. J'ai été capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aussi. J'ai été le coach de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en basket. Et puis après ça, j'ai fait des études pour devenir journaliste quand je suis parti en France. En Côte d'Ivoire, j'étais déjà journaliste, mais quand je suis arrivé en France, ils m'ont dit « Ah, les diplômes africains, nous, on se méfie ». Donc j'ai refait l'école de journalisme en France et puis Dieu merci, je suis rentré à Canal+ pour commenter la NBA et puis pour me développer. Je commente aussi le catch d'ailleurs. Yeah, voilà. En tout cas, c'est super. Alors là, moi, hier, je vous ai regardé, j'étais impressionnée. C'est comme ça que je vous ai approché pour vous inviter. Moi, je voulais vous demander, il y a des gens qui sont toujours en train de se dire c'est trop tard, je ne peux pas apprendre. Quel message pourrais-tu donner à quelqu'un qui vraiment veut suivre votre parcours en tant que journaliste et aussi qui veut se focaliser dans le sport? Alors moi, mon message, il est simple. Tant qu'on vit, on apprend. Voilà. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, ça veut dire qu'on apprend. Moi, je peux vous apprendre des choses. Vous aussi, vous pouvez m'apprendre des choses. Ce n'est pas l'âge qui est important, c'est l'humilité. Et quand on fait ce métier de journaliste, on doit être humble. Je ne sais pas tout. Amandine, elle peut m'apprendre des choses, moi je peux apprendre des choses à Amandine et ensemble on avance. Donc voilà, on peut faire des études à tous les âges, à tous les niveaux. Il faut juste être qui on est, dire je ne sais pas tout, il faut se dégonfler un tout petit peu la poitrine et puis avancer avec humilité et l'humilité nous aide à grandir. Voilà, avant de vous laisser partir, ça fait 7 ans, ça fait 4 ans que vous venez ici au Rwanda. Oui. Alors, quand pour la première fois vous avez entendu le mot Rwanda ou bien le pays Rwanda, quelle image avez-vous? Ben, je garde, avant de venir ici, j'avais cette image quand même de 94 hein, qui était très difficile. Et puis quand je suis arrivé au Rwanda, la première des choses que j'ai voulu faire, c'était d'aller visiter le mémorial du génocide des Tutsis pour regarder un peu, pour comprendre un peu comment ça a pu arriver là. Et puis, quand je vois aujourd'hui ce qu'est devenu le Rwanda, avec la résilience de ce pays-là, on ne peut qu'aimer le Rwanda. Et je pense que beaucoup de pays africains devraient s'instaurer aussi du Rwanda. On peut avoir eu des problèmes avant, et puis essayer de se souder pour avancer. Parce que moi, j'ai une phrase, le meilleur est toujours devant. Le meilleur, c'est pas hier, le meilleur, c'est toujours devant. Donc, on avance. Voilà, on avance. Alors, en avançant même, je vais vous poser une question de savoir comment est-ce que, de votre point de vue, comment estimez-vous le niveau de basketball africain? Alors, globalement, le basketball africain progresse. Le basketball africain progresse. On a vu l'équipe du Sud-Soudan qui est qualifiée directement pour les Jeux Olympiques de Paris. On voit aujourd'hui des pays qui sont en train d'avancer et les équipes européennes ou les équipes des autres continents ont du mal maintenant à battre les Africains parce que les Africains progressent. Et si je prends le cas du Rwanda aujourd'hui, si vous faites Patriote contre REG, Patriote contre APR ou bien APR contre REG, c'est des matchs qui sont chauds. Il y a Ujibi qui arrive, il y a Kepler qui arrive. Voilà, le basket est en train de progresser. Il faut saluer aussi le travail que fait la Ferwaba. Ouais. Mais globalement, le basketball africain est en très grand progrès et dans peu de temps, c'est nous qui allons battre les Blancs là. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. C'est un dernier message à ceux qui nous suivent. Je vous donne 30 secondes. Ben, mon message, c'est que voilà, moi je suis content. Je suis content d'être au Rwanda. Je suis content de voir comment ce pays-là avance. Et puis, j'ai beaucoup d'amis rwandais ici. Voilà, je leur dis à tous Niriwe et puis Murakoze. Ok, merci beaucoup. Cette phase finale de la 4e édition de BAL à Kigali verra donc la participation de 8 équipes venues de 8 pays du continent africain. Il s'agit de US Monastir de la Tunisie, FUS de Rabat du Maroc, Cape Town Tigers de l'Afrique du Sud, Al Ahly de l'Égypte, Petro de Luanda d'Angola et Rivers Hoopers de Nigeria, AS Douanes du Sénégal et Al Ahly de la Libye. Au moment où le Rwanda vit toujours les 100 jours des activités de la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, ceux qui visitent les sites mémoriaux du génocide donc, estiment que c'est un moyen précieux d'apprendre l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, en particulier l'histoire du pays en général. C'est ce qu'affirme cet éducateur qui a accompagné ses élèves au site mémorial de Gisozi dans la ville de Kigali.
Pourquoi je visite avec des élèves? Parce que ce sont de jeunes élèves qui ne connaissent pas forcément le génocide des Tutsis. Et ça fait partie, le lieu est un lieu de mémoire qui fait partie de leur éducation, qui fait partie de leur connaissance. Et c'est mieux qu'ils puissent bien appréhender leur propre histoire. Je trouve que déjà, comment traduire l'indicible? C'est très compliqué. Et il me semble que là, c'est assez bien fait. Beaucoup d'esthétique, beaucoup de documents, beaucoup d'endroits qui sont magnifiquement expliqués et qui permettent de comprendre en étant un petit peu distancié, parce que c'est quelque chose qui est incompréhensible. Je pense que depuis la fin du génocide, votre pays a cherché à se reconstruire, a réussi, a fait un beau mélange de populations pour former une nation qui a les mêmes coutumes, qui a les mêmes pratiques et qui forme une nation très sérieuse, très compacte. De développement des entités administratives locales, l'ODA, en sigle, se félicite des résultats enregistrés dans la lutte contre la pauvreté au Rwanda grâce notamment à la mise en place du programme spécial de lutte contre la pauvreté, le programme communément appelé VUP. C'est ce que nous explique la directrice générale de l'ODA dans un entretien avec notre collègue John Patrick Kwizera. Le VUP, c'est un programme important. C'est un instrument important dans la lutte contre la pauvreté, spécialement au niveau des ménages. Grâce au VUP, d'abord nous l'avons commencé en 2008 et nous étions dans 30 secteurs administratifs sur 416 composant le pays. Mais au vu des résultats, quand nous avons commencé avec 2 composantes qui sont l'appui direct aux ménages ne pouvant pas travailler, qui recevaient les transferts de fonds mensuellement, et la création d'emplois à travers les travaux publics VUP. Quand nous avons commencé, nous avons enregistré des résultats positifs et nous avons étendu le programme à tous les secteurs. Nous avons donc passé de 30 secteurs à 416 secteurs. Ensuite, nous avons augmenté le budget, passant de 1 milliard par année budgétaire jusqu'à 67 milliards aujourd'hui, en 2023-24, pour pouvoir couvrir toute l'étendue du pays et arriver à plusieurs ménages qui ont besoin de cet appui de VUP. Et nous avons également introduit de nouveaux instruments. Au début, nous avions l'appui au niveau des ménages à travers les transferts de fonds mensuels, comme je l'ai souligné, et nous avions les travaux publics qui donnaient des emplois aux ménages vulnérables. Mais nous avons diversifié en introduisant notamment les services financiers qui consistent en donnant des crédits faciles pour ces ménages vulnérables avec un niveau de taux d'intérêt de 2% seulement, qui n'est pas un intérêt composé, mais un intérêt simple, c'est-à-dire que si un ménage reçoit 200 000 pour développer un projet générateur de revenus, à la fin, le ménage paye seulement 204 000 parce que nous appliquons seulement 2% et nous n'exigeons pas de garantie. Et ça, c'est une composante, un instrument que nous avons introduit. Un autre instrument très important, c'est la formation pour donner la possibilité aux membres des ménages, et surtout les membres qui sont relativement jeunes, la possibilité d'apprendre un nouveau métier. Il y a ceux qui ont appris la couture, d'autres ont appris la menuiserie, il y a ceux qui ont choisi la soudure, d'autres se sont orientés vers l'agriculture et l'élevage pour apprendre comment faire la reproduction, par exemple. Et là, nous avons
enregistré des résultats très significatifs où les ménages dont les membres de famille ont bénéficié des formations avaient en plus de la formation recevaient les toolkits, c'est-à-dire les instruments qui les aident à commencer à faire ces travaux dans les métiers différents. Nous avons également introduit un autre instrument qui vise à créer des emplois, mais ces emplois destinés aux membres de famille qui ont certaines contraintes. Je donne un exemple. Si une famille a quelqu'un qui a un handicap et cette personne vivant avec handicap nécessite des soins particuliers, généralement le parent, c'est-à-dire la maman ou le papa qui prend soin de la personne avec handicap qui nécessite des soins, n'a pas le temps de passer 8 heures de travail. Et donc, nous avons développé un instrument visant à créer des emplois, mais permettant à ce type de famille de venir travailler 2 heures par jour pour avoir le temps d'aller s'occuper de la personne qui a besoin de ce type de soins. Et là, nous avons enregistré encore une fois des résultats significatifs parce que la famille pouvait recevoir un salaire tout en ayant le temps d'aller s'occuper de la personne qui a besoin de ce type de soins. Nous avons également développé et mis en place les travailleurs sociaux au niveau des villages. Et les travailleurs sociaux, communément appelés parasocial workers, c'est des gens qui sont au niveau de chaque village, qui sont auprès des ménages bénéficiant de VUP et qui peuvent donner l'appui nécessaire en termes de conseils, en termes de formation, en termes d'accompagnement pour pouvoir guider les familles afin que ces familles utilisent à bon escient différents appuis qu'ils bénéficient de la part de VUP. Au Rwanda, les femmes se sont engagées à faire face aux stéréotypes traditionnels qui les empêchent d'accéder à certains métiers jugés masculins. Elles estiment que beaucoup reste à faire pour en finir avec cette mentalité traditionnelle. Jean Damascène Manishim nous en dit plus. Les travaux d'extraction minière vont bon train à la mine de Wolfram à Rwinkavu dans l'est du Rwanda. Jeannette Moutessi, une femme d'une trentaine d'années, et ses collègues sont à l'œuvre. Jeannette travaille ici depuis 5 ans déjà et cela fait sa fierté. Je me sens vraiment capable. Les travaux durs ne sont pas réservés aux hommes. Les femmes sont partout, dans la construction, dans les mines. Nous sommes capables de tout. J'ai débuté ce travail étant très jeune. Je me suis développée et je me suis mariée à un enseignant qui réalisait que j'avais beaucoup d'argent. Pour briser les tabous qui conduisaient à sous-estimer la femme, Yusta Yordania, une jeune fille d'une vingtaine d'années, a choisi, elle, la mécanique automobile, une orientation dont elle est ravie. La vie actuelle est très exigeante, mais embrasser de métiers peu fréquentés comme la mécanique nous offre des opportunités. Toute femme qui s'y lance ne chôme jamais. Si les femmes ont réussi à contourner la tradition qui les limitait à certains métiers, ça ne s'est pas fait sans peine. Le président de l'association des travailleurs miniers au Rwanda explique. Quand j'ai abordé les femmes et les filles, j'ai trouvé que c'était un peu difficile au début parce que la culture ne leur permettait pas, surtout les ports de salopettes, des bottes. C'était vraiment un peu un challenge. On a commencé petit à petit, le nombre n'allait pas trop vite comme ça a été chez les hommes. Mais le bon nombre que nous avons, c'était un petit nombre, mais un bon nombre. Parce que ils ont pu avoir quand même occupé des postes de responsabilité. Il y a eu certains d'entre eux qui ont même pris certains groupes
parce que chez nous, ils sont regroupés en ce qu'on appelle sous-traitance. Nous avons vu certaines femmes qui ont pris la sous-traitance, et certaines filles d'ailleurs. Et ça a été une bonne chose. La Fédération rwandaise du secteur privé se dit satisfaite des efforts consentis pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, mais estime qu'il reste encore des défis culturels à relever. Nous sommes très satisfaits parce qu'effectivement, comme je le disais, sous ce leadership aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Il y a les policy makers qui tiennent compte du développement de la femme, de la contribution de la femme dans le développement du pays. Mais si je reviens vers le secteur privé, il y a énormément de choses aussi qui ont été faites. Il y a des associations pour les ingénieurs, associations pour les femmes qui travaillent dans les banques ou qui gèrent les banques, plusieurs associations qui regroupent des femmes et qui promouvoient la femme. Maintenant, il y a encore des problèmes. C'est dans l'état d'esprit des gens. Il faut qu'on ait beaucoup plus de he for she, comme notre président, qui aide les femmes à réfléchir et à développer des grands projets. Les femmes, ce n'est même pas qu'elles ne sont pas capables de développer des grands projets, mais elles ont besoin de l'appui de leur famille. Quand je parle de l'appui de leur famille, des fois c'est le mari, c'est la famille, c'est l'état d'esprit qui est encore là, qui respecte la culture rwandaise, la culture africaine, où c'est l'homme qui décide et que la femme, elle vient au second plan. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde peut contribuer au développement de la famille et donc au développement de l'économie. S'il y a besoin de collatéral, l'homme va signer sans aucun problème, la femme va venir, elle va signer sans aucun problème, parce que le promoteur du projet, c'est le mari. Quand c'est le contraire, ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi s'appuyer sur l'éducation de base. Tout commence à la maison, où en fait le jeune garçon, il est encore mis en avant par rapport à la jeune fille. Si nous combinons le tout, l'éducation de base, l'éducation à l'école et les policies, l'appui du gouvernement, nous irons très très loin. Pour promouvoir l'égalité du genre au Rwanda, les femmes doivent représenter au moins 30% dans toutes les instances de prise de décision. Elles sont déjà majoritaires au Parlement où elles constituent 61% des législateurs. L'Académie du patrimoine culturel du Rwanda annonce la transformation du musée Richard Kandt qui est situé à Kigali pour contenir des expositions axées sur l'histoire coloniale du Rwanda en général. Cela intervient alors que ce musée ne présentait que la vie et non uniquement sur la vie de Richard Kandt, considéré comme le fondateur de la ville de Kigali, le récit de Charlène Furaha. Là, je suis dans une maison historique, nommée en l'honneur de son propriétaire Richard Kandt. En tout cas, cette maison a été considérée comme la toute première demeure, je dirais, moderne à l'époque. C'était en 1911. Cette demeure appartenait au premier gouverneur colonial du Rwanda, au nom de l'Allemagne, Richard Kandt lui-même. Et dès lors, jusqu'à présent, en tout cas, cette demeure n'avait pas été transformée. C'est juste, bien sûr, à l'exception de certaines rénovations qui avaient été faites. Cette maison historique, comme vous pouvez le voir, je suis dedans, comporte 3 grandes parties. Je vous en parle. Le musée Richard Kandt est un attrait touristique à Kigali. Sa première partie présente la vie rwandaise dans tous ses aspects sociaux, économiques et politiques avant l'époque coloniale. La deuxième retrace l'expérience du peuple rwandais pendant la période coloniale. La vie et les actions de Richard Kandt au Rwanda sont détaillées dans cette section. La troisième partie couvre l'histoire de Kigali avant, pendant et après l'ère coloniale. L'ambassadrice de l'Allemagne au Rwanda estime qu'un changement d'aspect de ces musées est un pilier essentiel pour transmettre l'histoire complète du colonialisme du Rwanda à la nouvelle génération. Si on voit dedans, vous avez vu le grand photo là, de la conférence de Berlin. Aujourd'hui, bon, ça nous choque, n'est-ce pas, de voir des vieux hommes blancs là, assis à une table et décidant le sort, pas seulement de leur propre pays,
mais également d'une belle partie du monde. Aujourd'hui, je trouve ça choquant. J'imagine qu'à l'époque, il y avait également des gens qui trouvaient ça choquant, mais ils n'étaient pas au pouvoir. Mais le pouvoir était le colonialisme. Et de voir ça et d'apprendre des mécanismes anciens, je trouve ça extrêmement intéressant et valable et important pour l'avenir sur ce monde où on n'a pas besoin de plus de conflits, mais de coopération, d'essayer de comprendre la perspective des autres et surtout de parler, d'échanger et d'être tout le temps dans un discours entre êtres humains, entre hommes politiques, entre femmes politiques et entre les représentants de différents pays. Le Rwanda a lancé le projet de rénovation du musée Richard Kant en collaboration avec le gouvernement allemand. Le musée ne mettra plus uniquement l'accent sur la vie de Kant, mais sera transformé en un lieu racontant l'histoire de la colonisation allemande au Rwanda. En plus de l'histoire de la colonisation allemande, le musée Richard Kant offre également d'autres attractions, telles qu'une collection de serpents de diverses espèces qui attirent de nombreux visiteurs. Ces expositions sur les serpents, ainsi que d'autres aspects, seront maintenues dans les musées après la transformation. L'ambassadeur Robert Masozera souligne la raison de ces changements, ainsi que son impact sur les deux pays. Nous sommes dans un processus de la décolonisation de notre histoire et de notre culture. Et c'est dans le cadre de ce processus que nous sommes en train de modifier le contenu des musées, et dont aussi ce musée de l'histoire coloniale allemande. Et nous avons changé l'exposition qui était auparavant dedans pour le rendre acceptable à notre public qui avait critiqué beaucoup le contenu qui était ici. Donc nous avons changé l'exposition qui était dedans pour répondre à leurs attentes. Alors c'est un exercice que nous faisons conjointement avec nos partenaires allemands, et puisque les Allemands aussi sont dans la même ligne d'idée. Donc c'est pas un projet qui va nuire aux relations bilatérales avec l'Allemagne. Au contraire, c'est un outil. Ce musée est plutôt un outil qui va contribuer aux relations non seulement entre les pays, donc les gouvernements, mais aussi entre les peuples, les deux peuples. Et voilà, c'est pourquoi ce musée est un instrument très, très important. Merci beaucoup d'avoir partagé votre point de vue éclairé. Mon nom est Charlène Foulaha pour la télévision rwandaise. Étiez au rendez-vous d'actualité d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.